Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Grow Fast Now What. Ce podcast vous propose de découvrir les plus belles histoires de la French Tech, cet ensemble de startups et de scale-up prometteuses qui seront peut-être les champions tricolores de demain. De leur début, que ce soit dans leur cuisine ou leur cave, ou de leur chambre d'étudiants jusqu'à aujourd'hui, nous allons retracer leurs histoires. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage, du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et le s'aimer s'atteigne en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Leur parcours, loin d'être un long fleuve tranquille, est une formidable source d'espoir et de motivation pour ceux qui rêvent un jour de tester leurs idées, décider de leur destin, voire de changer le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tatiana Jama, fondatrice de Sistafond, un fonds d'investissement dédié à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et à l'accompagnement des femmes dans leurs projets d'innovation et de leadership. À travers ce fonds, Tatiana soutient les femmes entrepreneurs à accéder aux ressources, au réseau et à la visibilité nécessaire pour développer des entreprises durables et prospères. Qu'est-ce qui a inspiré Tatiana à lancer Sistafond ? Comment Sistafond brise les barrières d'accès au financement des femmes ? Et pourquoi l'entrepreneuriat est une nouvelle forme de féminisme ? Nous explorons ces questions avec Tatiana au cours de cet épisode. Vous écoutez Grow Fast Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. Bonjour Tatiana. Bonjour Franck. Très heureux de te recevoir chez toi. Très heureux de t'accueillir. Pour commencer et pour poser un peu le débat, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous faire en une minute, en gros, ton parcours pour qu'on arrive assez rapidement en fait à Sistafond avec une actualité puisque tu as levé 30 millions avec la Banque européenne il y a quelques semaines et donc on y reviendra de manière plus approfondie. Avec plaisir. Alors en quelques phrases, je suis avocate de formation. J'ai réalisé assez rapidement que j'allais pas vivre la grande aventure de ma vie en étant avocate et donc je suis partie. J'ai fait une école de commerce où j'ai rencontré mon associé, Lara Ores, avec qui j'étais associée pendant 14 ans. On a monté 3 sociétés. À côté de mon parcours entrepreneurial, j'ai essayé de m'engager dans un certain nombre de causes qui me tenaient à cœur en montant des associations ou des collectifs. En 2018, j'ai lancé Sista, qui est une association loi 1901 pour faire émerger une génération de leaders diversifiés, mais aussi pour travailler sur ce qu'on appelle le funding gap, donc la différence de levée de fonds entre les femmes et les hommes entrepreneurs. Et plus récemment, en 2022, j'ai lancé Sistafund, qui est donc un fonds d'investissement qui finance les équipes féminines, mais aussi les équipes paritaires. J'insiste sur les équipes paritaires, puisque l'idée, c'est d'accélérer l'égalité à travers le renforcement du pouvoir économique des femmes. Et donc, on investit dans des cap tables à partir du moment où il y a 30% de femmes qui y sont associées. Donc super. Du coup, dans la genèse, alors je crois que tu aimes bien les datas. Moi aussi, j'aime bien les datas. Je fais plein de choses. Ça m'étonne pas. Et tu as le choc des datas oui. dans ton point. Et c'est vrai qu'à la genèse, je crois que ça part en fait d'une demande de Mounir Majoubi à l'époque, secrétaire d'État en fait au numérique, qui te fait travailler, qui te fait réfléchir avec Céline Lazard, je crois, sur en fait c'est quoi les femmes dans la French Tech. Et là tu as ce premier choc qui est un petit peu la genèse où tu te dis mais non en fait ça doit pas être si catastrophique que ça. Et là peut-être le premier chiffre qui est intéressant, tu découvres un chiffre sur le financement des startups depuis dirigées par des femmes sur les dernières années. C'est quoi ce chiffre magique? Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai été fascinée par le pouvoir de l'entrepreneuriat. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Alors à l'époque, ils étaient plutôt commerçants qu'entrepreneurs. On est devenus entrepreneurs plus récemment et ça s'est coolifié plus récemment. Mais moi, j'ai toujours été fascinée par le pouvoir de l'entrepreneuriat dans sa capacité notamment à intégrer. Dans le sens où finalement, donc ma mère est cubaine-américaine et mon père polonais français. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'à travers l'entrepreneuriat, ils ont réussi un peu à avoir la vie rêvée qu'ils avaient envie d'avoir. Et traditionnellement, l'entrepreneuriat a toujours été un facteur de mobilité assez dingue. Moi, quand j'ai découvert l'entrepreneuriat numérique entre guillemets, je me suis dit mais c'est fou parce que déjà la capacité de l'entrepreneuriat en tant que tel a finalement créé de très belles aventures, mais associé à la capacité du numérique à faire ça sans capital, ça va être génial. Et donc je me suis lancée dedans et pendant 12-13 ans je n'étais que fascinée et donc j'avais une logique un peu binaire où je trouvais ça absolument fabuleux parce que je me suis dit que c'était effectivement une solution parfaite pour les femmes et aussi pour les minorités, notamment dans une France qui aujourd'hui
fait un certain temps malheureusement et peu porteuse d'espoir. Le monde traditionnel est terriblement violent, notamment pour les femmes, donc ce qu'on appelle le monde corporate. Et moi, je me suis dit, j'ai pas forcément envie d'avoir des plafonds de verre un peu partout. J'aimerais bien essayer de commencer un peu sur un plancher. Et donc, je n'ai pas vu les travers de l'entrepreneuriat pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'effectivement on me pose la question, enfin que Mounir Majoubi, à travers le Conseil national du numérique, lance une consultation qui s'appelait Accélération des femmes entrepreneurs. Et en me posant sur le sujet avec Céline Lazorte, j'ai réalisé effectivement que sur les 10 dernières années, il y avait que 2% des femmes des équipes féminines qui avaient, il y avait que 2% de l'argent du venture qui était allé à des équipes féminines. Et donc, j'ai réalisé qu'effectivement, on était un peu une erreur statistique et que ce 2% était absolument ridicule. C'était moins qu'un pourboire. Et en réalisant qu'on avait été un peu une erreur statistique, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et c'est comme ça qu'est né Sista. Donc ça, c'est le collectif Sista. Très vite, quelques temps après, à titre personnel, tu étais déjà investisseur puisque tu avais des participations à titre personnel. Tu étais investir. Et à un moment donné, tu te dis, pour être encore plus impactant ou impactante, l'idée, c'est de créer quelque chose qui n'existait pas. Donc, aller chercher un peu plus de 100 millions d'euros, puisque c'est l'horizon, en tout cas la volonté à un moment donné, pour aller financer des projets. Alors, tu le dis, pas forcément féminin. D'ailleurs, dans ton livre, d'ailleurs, je rappelle qu'il y a un super livre qui s'appelle L'entrepreneuriat, un nouveau féminisme. Voilà. Et si les femmes étaient l'avenir de l'économie française. Merci, voilà, que j'ai lu avec plaisir. Tu étais investisseur, tu as commencé à investir et très vite, tu t'es dit peut-être que un véhicule avec une ambition d'avoir 100 millions te permettrait justement d'avoir un plus fort impact. Quelle était Non, bien sûr. En fait, moi, j'ai eu la chance de commencer à investir à partir de 2011. Donc, j'ai vendu ma première boîte qui s'appelait Dilissime à une filiale d'Amazon, Living Social. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à être ce qu'on appelle être business angel. Et donc, 2011 et en 2021, ça faisait 10 ans que j'avais commencé à investir. J'ai réalisé que j'avais fait un formidable multiple sur ce portefeuille-là et que finalement, oui, il y avait une logique un peu non-profit à essayer d'aider d'un point de vue systémique l'écosystème, mais il y avait aussi la possibilité d'avoir un véhicule financier qui finalement finance cette thèse qui était de se dire on peut effectivement financer des femmes et des équipes paritaires avec une logique ambitieuse et une logique de surperformance, pas forcément dans juste une logique d'accompagnement, on va dire. Et donc, au fur et à mesure, à la base, je n'avais pas forcément un focus sur le fonds d'investissement puisque j'adorais ma vie d'entrepreneur et finalement, je considère que je suis encore entrepreneur. Mais à cette époque-là, c'était vraiment comment est-ce qu'on arrive à faire émerger encore une fois cette discussion pour qu'on se rende compte collectivement que la French Tech n'est pas du tout paritaire et qu'on a quand même tous collectivement raté cette belle promesse qu'on s'était donnée il y a 15 ans. Et je pense qu'on est une génération où finalement on était convaincus qu'on allait faire mieux que le monde traditionnel et on se rend compte que le Next 40 est pire que le CAC 40, ce qui est quand même un peu une douche froide. Combien on a quoi? On a Pigment dedans. Oui, il y en a quelques-unes en plus, mais ça reste des exceptions. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce qu'on fait, et c'est très bien, c'est qu'on met de plus en plus de femmes en avant. Et je pense qu'il faut le faire pour effectivement créer ces générations de rôle modèles, mais ça n'empêche que ces femmes-là restent des exceptions. Un peu comme nous, on était des exceptions sur la levée de fonds dans les années 2020, où on a réalisé ces chiffres absolument absurdes. Et donc, l'idée, c'est de se dire, c'est super qu'il y ait des exceptions parce que ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, mais comment est-ce qu'on fait pour transformer ces exceptions en règles, faire en sorte qu'il n'y ait pas une nana au CAC 40, une nana qui soit à la tête d'un fonds d'investissement, une femme qui ait le potentiel de devenir une licorne, mais que ce soit juste la norme. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait et sur Sista et sur Sista Fun, mais l'avantage avec Sista Fun, qui est un peu différente, c'est qu'on a une logique, encore une fois, de perf qui nous permet d'un point de vue financier de prouver que les femmes entrepreneurs sont cet asset qui surperforme. Et donc, alors, la thèse de Sista Fund, donc on a parlé de cette volonté en fait d'investir sur des projets en fait avec de la mixité à hauteur de 30%. La thèse d'investissement, qu'est-ce que tu recherches d'ailleurs? Quels sont les projets que chez Sista Fund vous cherchez à accompagner? Eh bien, on a donc on a un critère de genre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 30% de la cap table donc qui appartiennent à une ou des femmes, et après on a les mêmes metrics d'assessment de founder que les autres fonds d'investissement vont avoir, et donc ça va être
évidemment la thématique, évidemment la taille de marché, évidemment le produit, si ce produit-là a la capacité finalement d'être un champion de sa catégorie. Et c'est ce qu'on a commencé à faire donc en investissant. Il y a 2 ans. On a aujourd'hui 8 sociétés au sein du portefeuille. On a des sociétés comme The Exploration Company qui travaillent. Qui vient de lever, aussi, des femmes sont capables d'aller chercher 150 millions d'euros. Donc, ouais. Très fière. Avec Hélène, en fait, qui a d'ailleurs gagné notre prix de la start-up de l'année il y a 2 ans. Donc on est très heureux de l'avoir croisée sur notre chemin. On a des passions communes. Donc The Exploration Company, qui est donc une space tech, travaille sur la logistique spatiale et qui a notamment la particularité d'avoir été le premier à lancer un propulseur vert. Et donc on a eu la chance de financer Hélène il y a quelques années et elle a levé récemment 150 millions avec un tour de table assez exceptionnel. Et donc typiquement, c'est un mix de deep tech et d'enjeux de souveraineté. Donc c'est une boîte absolument merveilleuse dont je suis très très fan et très fière de faire partie. On a investi dans une boîte qui s'appelle Astran aussi, qui fait de la cybersécurité et qui crypte la donnée avant de l'envoyer dans le cloud, avec une femme qui s'appelle Yosra Jaraya et ses 2 associés. On a investi dans Underdog. Ça, je peux en parler pendant des heures. On a investi dans Underdog. Donc, le seconde main seconde main d'électroménager. On a investi plus récemment dans Oracle. Oracle, je l'ai pas vu alors sur le site. Comment se fait ça? Et dans Numi. On a un peu de retard sur les dernières. Nos 2 dernières sociétés sont des sociétés en santé. D'accord. Et donc Numi travaille c'est une biotech. Travaille sur du lait maternel de synthèse et Oracle travaille sur tout ce qui est pre-discovery, notamment en médicaments. Et dans tes convictions, ça se voit, parce qu'on se connaît depuis un certain nombre de temps et je vois ce que tu écris et dans le livre aussi, il y a un sujet sur l'éducation en fait des femmes à la finance. Parce merci. que tu as aussi une participation qui s'appelle Female Invest. Et je veux bien que tu nous parles en fait de la thèse de cette société, mais aussi de ta vision, en tout cas du décalage qu'il peut y avoir sur le côté éducatif des femmes et l'argent, parce qu'en fait, il y a le monde et l'argent, mais il y a aussi un rapport à l'argent des femmes qui, selon les études que tu as pu mettre dans ton livre, est assez différent. Je veux bien avoir ton avis là-dessus. Oui, bien sûr. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, encore une fois, assez tard, dans le sens où moi, j'étais assez convaincue que j'avais reçu une éducation non genrée. C'est d'ailleurs peut-être le cas. Et en fait, ce qui se passe effectivement, c'est que de toute façon, on a aussi un rapport très culturel à l'argent. Et donc déjà, on a un rapport français à l'argent par rapport aux États-Unis qui est quand même assez particulier. Et moi, j'ai toujours eu un rapport assez décomplexé dans le sens où, à partir du moment où on est dans une économie de marché, dans un monde capitaliste, travailler pour gagner sa vie, ça paraît quand même assez évident. Et j'ai jamais bien compris à quel point c'était un sujet. Je me souviens quand j'avais vendu ma première boîte, j'avais eu énormément de questions sur le sujet, où c'était quand même un peu quelque chose de pas bien d'avoir vendu sa boîte. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais globalement, on a quand même un rapport très culturel. Et donc, il est culturel aussi d'un point de vue genre. Et donc, les filles et les femmes reçoivent une éducation financière qui est moins importante. Et c'est pour ça que c'était très important, dès le début, d'essayer de chercher des boîtes qui allaient travailler sur l'éducation financière des femmes. Et donc, c'est ce qu'on a trouvé à travers Female Invest. Female Invest, c'est une société qui a été lancée par 3 filles de Copenhague qui sont parties faire YC. Donc YC, c'est Y Combinator, le fameux incubateur ASF dont tout le monde parle. Et après, elles se sont un peu divisées le monde. Donc, elles sont entre les Nordiques et le UK pour essayer d'aller créer cette plateforme d'éducation. Elles ont une trajectoire assez exceptionnelle puisqu'elles viennent de lever aussi 15 millions d'euros, ce qui est un montant assez conséquent pour une NetTech. Et donc, c'est à la frontière entre une NetTech et une FinTech, puisqu'en fait, elles éduquent et en même temps, elles ont une plateforme de financement qui fait que leur communauté est derrière convertie en investisseurs. Enfin, leur communauté d'alumni a la possibilité d'investir. Et donc, on a investi il y a quelques temps et l'idée, encore une fois, c'est d'arriver à closer ce gap. On parle beaucoup de gap, mais il y a le data gender gap, donc c'est la différence de data. Il y a le funding gap, mais il y a aussi ce educational gap.
qui est assez important et qu'il faut essayer d'adresser. Et d'ailleurs, tu parles de différences culturelles de genre, mais aussi en fait de pays. Moi, j'ai l'histoire en fait lorsque tu te retrouves aux États-Unis avec tes futurs actionnaires qui te demandent en fait de vérifier à quel point tu es ambitieuse. Est-ce que tu peux me raconter ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en fait on est dans un champ de paradigme où en fait on pousse beaucoup plus les femmes, mais en général les entrepreneurs à être ambitieux. Mais c'est vrai que de l'autre côté en fait là-bas aux États-Unis en fait finalement il y a plein de choses qui nous paraissent complètement dingues et en fait complètement ancrées. Est-ce que tu peux nous raconter cette petite anecdote là qui est juste dingue? Oui, bien sûr, mais je pense que juste en préambule, ce qui est étonnant, mais ce qui m'arrive encore tous les jours, c'est cette fameuse présomption de manque d'ambition, cette présomption de manque de confiance, qui est assez dingue parce qu'on vit dans un monde évidemment pas homogène et en fonction de la personnalité des gens, les gens vont agir très différemment. Que le doute, pour moi, fait partie évidemment intégrante de tout et que cette logique de doute n'a pas du tout sa place dans la Startup Nation, ce qui est un peu absurde. Cette absence de nuance, je pense, est assez compliquée et nous porte tous globalement préjudice. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on devait donc vendre notre société. On avait écarté donc toutes les options de levée de fonds possible et inimaginable puisqu'on était rentré dans un process exclusif de vente et il nous restait, je pense, 1 mois à peu près de cash et encore et donc on était dans les phases finales, je crois à 48 heures du closing, et donc notre acheteur nous appelle en disant We need to talk. Et donc en général, quand quelqu'un dit we need to talk, c'est que c'est pas forcément bon signe. Et donc on se retrouve à aller à Washington, imaginer tout et n'importe quoi pendant les 24 heures qui précèdent ce... En bon avocat, tu prépares un argumentaire dans tous les sens, voilà, les pour, tu te pars à toutes les questions. Voilà, t'as 10 pages d'argumentaire. Oui, et puis on a la chance, je sais pas, de regarder s'il y a pas d'avoir des avocats absolument extraordinaires qui nous accompagnent sur cette vente, et effectivement on se dit il doit y avoir, je sais pas, un prud'homme au placard, un gap qui a pas été adressé, il y a forcément un problème quoi. Et en fait on arrive là-bas et petit à petit on comprend qu'il y a pas vraiment de problème spécifique, mais que ils veulent être persuadés qu'on a la bonne ambition, et donc on s'installe sur cette grande table et ils nous disent do you want to build an empire? Et donc on dit oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a effectivement des problèmes et pourquoi quel est l'ordre du jour de la journée? Et ils disent repeat after me, you want to build an empire. Donc je dis I want to build an empire, I want to build an empire. Je me retrouve à crier dans cet open space de 3000 mètres carrés I want to build an empire. Et c'était absolument absurde, et j'ai eu un petit moment de solitude terrible, un peu comme en ce moment. Donc, moi je connaissais l'histoire, donc ça va, ça n'a pas l'air bizarre du tout. Voilà, donc on a dû hurler I want to build an empire pour justement prouver notre ambition. Et le problème n'était pas des chiffres ou était évidemment le fait que on était 2 femmes qui doutaient terriblement de notre ambition, et ce serait jamais arrivé, mais ça m'arrive souvent, si ça avait été 2 entrepreneurs hommes quoi. Et ça c'est tu le décris pas mal d'ailleurs. Il y a eu une campagne en fait sur les biais et sur les fameuses questions qu'on pose tout le temps aux femmes et jamais aux hommes. Oui, bien sûr, et l'avantage dans ma vie, c'est que la vie a vraiment beaucoup plus d'imagination que moi. Et donc, il nous arrive toujours des trucs un peu drôles, et j'en fais effectivement soit des campagnes papier, soit des vidéos, voilà. Ce qui m'amuse beaucoup. Et je pense que sur un sujet comme le genre, qui est un genre de sujet compliqué, qui fâche tout le monde, que ce soit les dîners en famille ou au sommet. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à introduire un tout petit peu d'humour et de façon de voir les choses un peu différemment, parce qu'on va pas résoudre le problème en une génération, mais par contre on peut contribuer à essayer de réinventer un peu le narratif autour des femmes entrepreneurs et la façon d'adresser le problème. Donc dans toute la thèse d'investissement de Sistafond, on est dans la vision et dans la manière de le présenter. Donc il y a beaucoup de chiffres qui sont déjà, moi je redécouvre à chaque fois les chiffres sur le nombre de chances de faire une série A, une série B lorsque l'équipe lorsqu'on a une femme à la tête, donc 40% de chances de moins, série C 80%, donc ça paraît fou. Et dans ce que tu décris, tu indiques que souvent c'est lié aussi à un problème dans les équipes d'investissement. Qui sont alors il y a des statistiques là aussi, plein de chiffres, vous retrouvez ça dans le bouquin, mais la parité dans les équipes de fonds elle s'améliore, mais elle est très lointaine. Est-ce que tu peux nous redécrire en fait justement ce biais en fait, une des causes peut-être liée aussi à l'environnement des gens qui investissent? Oui, et
Et malheureusement, même en amont, tu vois, il y a une logique aussi de réseau dans ces écosystèmes qui fait que, par exemple, tu as 13 fois plus de chances de lever des fonds si tu as un email d'intro versus un call d'email. Tu vois, c'est énorme. Et donc, on voit bien à quel point, notamment, le réseau pour les femmes est important et détermine énormément de choses dans leur trajectoire future. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé ce qu'on appelle les Inclusive Hours, qui sont des portes ouvertes chez les fonds. Et les fonds, en gros, partenaires, ouvrent leurs portes pour essayer de commencer la discussion assez rapidement. Enfin, en amont, on va dire, de la levée. Et donc, pour répondre à ta question, oui, il y a des problématiques de financement, malheureusement, à toutes les étapes. Mais il y a aussi une problématique dans les équipes d'investissement. Là, ça va un tout petit peu mieux, mais la dernière fois qu'on avait fait un baromètre sur le sujet avec le BCG, on avait 89% des partenaires des fonds d'investissement qui étaient des hommes, 89%, et 50% des fonds qui avaient aucune femme partenaire. Donc, c'est quand même des chiffres assez effrayants. Et donc, tu as une corrélation entre la féminisation des équipes d'investissement et le portefeuille, ce qui est logique puisque l'investissement est une activité malheureusement extrêmement biaisée. Et je dis pas ça pour pointer qui que ce soit du doigt, c'est juste que on est tous terriblement biaisés, c'est une programmation par défaut, on a tous tendance à aider et investir dans les gens qui nous ressemblent. Et je le dis encore une fois, tout en étant moi-même terriblement biaisée, puisque... notre première société, quand on l'avait vendue, on a réalisé très tardivement qu'on avait plus de 80% de femmes. Et je le dis, enfin, j'en suis pas du tout fière, mais je le dis juste parce que c'est une façon juste de montrer qu'on l'est tous, et il faut avoir juste une roadmap pour essayer d'agir dessus. Et donc, dans les équipes d'investissement, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'il y a eu quand même un phénomène de féminisation. Il y a un certain nombre de LP, qui soient institutionnels ou pas, qui ont joué ce rôle extrêmement important aussi en imposant, on va dire, dans les prochaines levées des différents fonds, qu'il y ait des partenaires femmes. C'est ce que fait d'ailleurs beaucoup le FEI. Et je pense que c'est génial parce que sans politique volontariste, on va pas y arriver. Ça va pas se faire comme ça. Mais par contre, si on a d'un côté les LP qui poussent pour qu'il y ait une parité de plus en plus importante des équipes, et de l'autre, les entrepreneurs qui finalement aussi ont envie d'avoir des équipes plus paritaires à leur board et dans leur cap table, on a un double phénomène qui fait que ça va s'accélérer. Et dans la thèse aussi, donc là, on a l'aspect humain qui est un biais, et on a l'aspect aussi de l'IA qui devient le nouveau biais hyper important. Dans le livre la Homo Deus de Yuval Harari, il y a tout un pan hyper intéressant sur le fameux cas en fait de la voiture autonome qui est confrontée en fait au ballon qui tombe, le ballon qui arrive sur la route, et la voiture soit doit freiner, soit doit faire des choses. Et en fait, la question qui est posée, c'est selon la personne qui aura programmé l'IA, de facto, on n'aura pas la même réponse. Et donc, ce que l'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est que finalement, dans l'IA, il y a un biais, puisque de facto, l'IA est très, très genrée, puisqu'il y a beaucoup d'hommes dans la tech. Comment, dans ta thèse d'investissement ou dans ton engagement, comment tu perçois justement cette nécessité de faire bouger aussi l'éducation des filles, des femmes, pour qu'elles soient elles-mêmes en fait en charge dans la tech, parce que finalement, comme on voit que le monde de demain serait beaucoup algorithmique, finalement ce biais, même si tu as, je crois, reçu plus de 2000 dossiers, donc il y a bien sûr plein de femmes qui créent des entreprises, mais comment faire pour que justement on réduise aussi ce gap qui est éducatif, mais très très tôt? Alors oui, après, je pense que malheureusement, mon inquiétude est plus globale, dans le sens où je pense que il y a un sujet de genre évident, mais il y a aussi un sujet basique de maintien de la démocratie. Et donc, quand tu parles des biais ou tu vois, plus globalement d'une forme d'éthique qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui pourrait exister un jour de l'IA, on se rend compte qu'en dehors du sujet purement genre, on est face à une problématique qui est que l'IA, enfin le plus grand risque de l'IA n'est pas la destruction d'emplois, mais c'est le maintien de la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, avec l'IA générative, tu peux pas savoir, tu peux pas distinguer le vrai du faux, et la notion de vérité qui est la base de la démocratie, finalement, est un peu challengée. Et donc globalement, on a besoin, et ce qu'on n'a pas fait, ces dernières années, on a besoin d'arriver à créer une culture de l'IA qui est massive pour pouvoir essayer ou tenter d'être un géant technologique et pouvoir imposer ou pas, ou en tout cas essayer d'avoir notre propre vision d'une IA un peu plus responsable. Et donc beaucoup de gens travaillent dessus. Je pense que la France a
les chances de peser dans une logique globale. Mais c'est fragile et on est à la naissance d'un écosystème qui a été beaucoup porté par l'État ces dernières années. J'espère que ce sera encore le cas, mais pour le coup, c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention. Et donc, globalement, je pense qu'on a un besoin d'arriver à démocratiser beaucoup plus que ça a été le cas l'IA, et c'est ce que fait le Conseil national du numérique, dont je suis membre, mais j'essaye de pousser un projet qui s'appelle Café IA. Café IA, c'est un projet qui a été confié par le président de la République à Gilles Babinet, où l'idée, c'est de se dire qu'on va un peu partout en France essayer de créer des pôles d'un peu de confiance, des relais avec des ambassadeurs pour créer cette culture de l'IA et lutter contre la montée du populisme. Parce qu'avec la montée du populisme, va évidemment un backlash féminin terrible. Et donc, on en vient à notre sujet, c'est que globalement, quand il n'y a pas de maintien de la démocratie, le droit des femmes est terriblement bafoué. Et donc, avoir une quelconque logique d'IA responsable ou qui respecte une logique d'égalité, c'est quasi impossible, quoi. Donc, le préambule, déjà, c'est d'arriver à garder ce socle-là. Et après, sur tout ce qui est algorithme et genre, il y a pas mal de gens qui travaillent dessus. Évidemment que les algos sont tout aussi biaisés que ceux qui les ont construits, et donc il faut arriver à avoir et des équipes qui sont plus paritaires et des logiques d'audit d'algorithmes. Ce qui se passe pas mal aux États-Unis en ce moment, où on va auditer des algorithmes pour voir s'ils ont été s'il y a un biais ou pas. Et je pense que c'est assez récent, mais on a un réel besoin, et on voit de plus en plus de sociétés, ou en tout cas nous on reçoit de plus en plus de decks sur le sujet, où pour le coup il y a cette attention particulière à ces sujets-là. Ouais, donc d'ailleurs tu cites en fait LinkedIn de Joy du Halloween, en fait, qui est une manière en fait de. Elle vient de sortir un nouveau livre, je voulais citer justement, c'est Justice League. Ouais. Donne-nous juste en fait la thèse de ce qu'elle souhaite faire. C'est quoi ça, son engagement? Alors c'est effectivement une femme qui s'appelle Dr. Joy, qui travaille avec le MIT et qui a très rapidement essayé de détecter les biais dans les algorithmes. De les mettre en avant et de proposer des façons de les détecter, notamment parce qu'en fait on s'en rend pas forcément compte, où le produit final finalement arrive et on ne sait pas vraiment comment il a été fait. Et donc elle travaille sur ces sujets-là depuis un certain temps. Et pour le coup, il y en a d'autres qui, basés sur ce qu'elle fait, ont lancé même des cabinets d'audit. Donc c'est des cabinets d'audit indépendants, où tu vas pouvoir faire une prestation. Tu sais que chez EY, on audite les algorithmes. Eh ben non, je ne le savais pas. Eh ben voilà, on est tiers de confiance et on va regarder justement ce qui sort de. C'est une nouvelle proposition de valeur, mais qui est hyper importante. C'est hyper intéressant. Mais tu vois, si déjà en fait vous le faites, c'est que tu as une attention particulière au sujet et que c'est un vrai angle pour l'avenir, ce qui est hyper positif. Enfin, je trouve ça super. Super. Ben voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup. C'est passionnant. Merci. C'est vrai que ça passe vite. Ça passe vite. Il y a plein de choses à dire. Voilà, je ne peux que vous recommander déjà d'écouter ce podcast et de le faire connaître autour, mais aussi de courir acheter le livre que tu as écrit, donc qui est passionnant, parce qu'il y a plein de data, il y a plein de choses. J'ai envoyé plein de screens à mes filles en fait pour dire non mais regarde, tu peux faire ça comme ça aussi. Donc oui, je sais, les pères qui ont des filles. Non, attends, ça arrive à des gens bien. Voilà, donc on peut passer en fait par l'éducation, par les parents aussi. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi Franck. Merci. À très bientôt.